Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, je suis interne en anesthésie et réanimation à l'Institut Gustave Roussy en 6e semestre. Et aujourd'hui, je vais vous parler du QR code, ou plutôt du quotient respiratoire. Derrière ce titre, le QR code, un outil vieux comme le monde, se cache le quotient respiratoire qui est un outil de monitorage non invasif d'hypoxie tissulaire. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Personnellement, moi, je l'ai découvert en travaillant à Gustave Roussy. Ça existe depuis un petit moment, c'est accessible directement sur votre respirateur, mais c'est vrai que ça n'a pas tellement la cote, en tout cas je n'avais jamais entendu parler avant. Depuis que je l'ai utilisé, moi je l'aime bien, donc je vais essayer de vous convaincre aussi sur ce type de monitorage. Je vais vous présenter un premier cas clinique. Vous avez Madame M, 68 ans, qui est en cours d'hépatectomie droite pour un CHC. Elle est à H+6 de son intervention, il y a un quatrième clampage pédiculaire qui est en cours. Vous avez les paramètres suivants. Donc, elle a une PAM à 65 mm de mercure, elle est normocarde sous 1 mg de noradrénaline, une diurèse qui est correcte, une expansion volémique qui a été limitée à 1,5 litre. Son dernier gaz du sang montre une hyperlactatémie à 5 mmol par litre avec un VVE en faveur d'une précharge dépendance et un MMQ qui a 8 grammes par décilitre. Et là, vous avez son respirateur. Que faites-vous face à ces paramètres ? Alors, je vais vous demander de participer. Je n'ai pas de QR code, contrairement à mon titre, donc ce sera à main levée. Est-ce qu'il y en a qui transfusent d'un CGR ? Est-ce qu'il y en a qui font une expansion volémique monitorée ? D'accord, une majorité. Est-ce qu'il y en a qui augmenteraient simplement la noradrénaline ? Et puis, est-ce qu'il y en a qui feraient rien du tout ? Bon, okay, on va voir si le quotient respiratoire peut nous aider là-dedans. Pareil, vous avez un deuxième cas. Vous avez Monsieur L, 72 ans, qui a un carcinome épidermoïde de l'oropharynx et qui a une pelvimandibulectomie en cours avec l'embolie. Il est OH chronique, tabagique, et puis c'est un patient qui a une hypertension artérielle non suivie, découverte en consultation, avec 170/90 mm de mercure. Et à H+C de son intervention, vous avez ça. Donc il est normotendu, avec une fréquence cardiaque à 90, sous faible dose de noradrénaline, une diurèse correcte, une expansion volémique à 1,5 litre, un VVE qui est non en faveur d'une précharge dépendance et un MQ à 9,1. Cette fois-ci, vous avez ça sur son respirateur. Qu'est-ce que vous faites chez lui ? Est-ce que lui, vous le transfusez ? Est-ce que vous effectuez une expansion volémique ? Est-ce que vous augmentez la noradrénaline pour objectif de PAM ? Ouais, quelques mains levées. Ou rien, vous ne faites rien. Dans ces deux cas, finalement, on peut s'aider du quotient respiratoire. Donc, comme je le rappelle, c'est un marqueur d'hypoxie tissulaire. Pour vous expliquer l'hypoxie tissulaire, je suis obligée de vous ramener en première année de médecine et de vous parler de la respiration cellulaire. Donc, vous êtes face à une cellule eucaryote qui a ses organites, et notamment la mitochondrie, qui va être le siège de consommation d'O2, de production de CO2, afin d'aboutir à l'énergie qui est l'ATP. Tout ça, ça se fait via 4 étapes. Tout d'abord, la glycolyse, qui transforme le glucose en 2 pyruvates. Ensuite, vous avez le passage par le cycle de Krebs, qui, grosso modo, sans vous rentrer dans les détails, qui est une série de réactions enzymatiques qui permet d'aboutir à des coenzymes réduits NADH, FADH, et dont le but est de générer, ils sont générés, et le but est en fait qu'ils soient source d'énergie via le transport d'électrons pour aboutir à la phosphorylation oxydative. Le passage de protons, en gros, est couplé avec la phosphorylisation des ATP, et ça permet via l'ATP synthase de créer une source importante d'ATP. Donc l'ATP, il est produit faiblement lors de la glycolyse, faiblement lors du cycle de Krebs, et surtout lors du transport d'électrons, donc lors de la phosphorylation oxydative. Comme je vous l'ai dit, les déchets seront le CO2 et l'H2O. La partie glycolyse, c'est une partie qui est strictement anaérobique. La mitochondrie, donc dedans, vous avez tout le métabolisme aérobique avec donc la consommation d'oxygène. Et puis, vous avez une dernière partie, lorsque finalement vous êtes en métabolisme anaérobique, pour produire de l'ATP, vous devez passer par l'hyperlactatémie, produire du lactate en fait. Donc, lorsque vous êtes dans un métabolisme aérobique standard, comme vous et moi actuellement, vous êtes dans un métabolisme qui est équilibré entre les pyruvates et le lactate, et vous avez une production d'ATP qui est surtout faite via la mitochondrie, et donc via la consommation d'oxygène. Lorsque vous quittez ce métabolisme, que vous êtes en hypoxie tissulaire, vous n'avez plus tout ce métabolisme aérobique.
vous avez une augmentation du pyruvate, via notamment par une augmentation de la glycolyse et surtout par une diminution du catabolisme du pyruvate. Et via le LDH, vous allez aboutir en fait à une production de lactate. Cette production de lactate, elle va faire tamponner les protons par les HCO3- et créer du CO2. Tout ça aboutit à de l'énergie. Donc c'est comme ça que vous fonctionnez si jamais vous vous retrouvez en hypoxie tissulaire. Et là, c'est l'hyperlactatémie. Le quotient respiratoire, c'est la production de CO2 sur votre consommation d'O2. Lorsque vous êtes en métabolisme anaérobie, lorsque vous atteignez votre seuil d'anaérobiose, vous avez une diminution forte de votre consommation d'O2 puisque vous êtes en métabolisme par définition anaérobie. Par contre... Béclair, il faudrait couper le micro, s'il vous plaît. Donc vous avez une diminution lorsque vous êtes en anaérobie de votre consommation d'O2 et vous avez une plus faible diminution de votre consommation de votre production de CO2. Comme vous le voyez dans la mitochondrie, en fait, vous produisez plus de CO2 que lorsque vous êtes dans un métabolisme anaérobique en passant par le lactate. Et donc finalement, vous avez un quotient respiratoire qui va augmenter. Le quotient respiratoire, donc production de CO2 sur consommation d'O2, c'est équivalent à votre ETCO2 divisé par la FI moins FeO2 divisé par un facteur de 7,5. Pourquoi 7,5? C'est votre facteur de conversion entre le TCO2 qui est en millimètres de mercure et la FiFeO2 qui est en millibars. Le quotient respiratoire standard, normal, comme vous et moi, il est d'environ 0,7 à 0,9 en l'absence d'hypoxie. Et donc, comme vous voyez en bleu, au fur et à mesure de la consommation d'O2, votre quotient respiratoire va augmenter, vos lactates vont augmenter et vos bicarbonates vont être consommés, comme ça a été vu précédemment. Le quotient respiratoire, pourquoi j'en parle? Il a pas mal d'avantages. En gros, c'est le reflet de l'hypoxie tissulaire en temps réel. Vous l'avez directement sur votre respirateur. Il est non invasif et il est continu. C'est comme un lactate continu, si vous voulez. Il peut même être encore mieux que le lactate, puisque vous êtes parfois dans des situations où vous avez une hyperlactatémie et pourtant, vous n'êtes pas en hypoxie tissulaire. Notamment lorsque vous avez une augmentation de la stimulation de glycolyse, que ce soit lorsque vous utilisez du salbutamol, que ce soit lorsque vous avez des bains de chip qui augmentent la glycémie donc, par conséquent donc, augmentent aussi la glycolyse, ou dans d'autres situations comme un défaut de clairance lorsqu'il s'agit d'insuffisance hépatique lors des clampages pédiculaires itératifs, comme on l'a vu dans le premier cas. Alors, c'est un outil qui existe depuis longtemps, donc forcément, si on ne l'utilise pas tout le temps, ce n'est pas non plus un outil miracle, il a quelques inconvénients. Il est non fiable si le patient n'est pas adapté au respirateur, ni en ventilation contrôlée. Il est à mesurer lors d'un état d'équilibre. Il ne faut pas que vous veniez d'augmenter fortement votre FiO2 d'un coup. Et puis, vous verrez dans les études suivantes qu'on ne sait pas encore l'impact de l'anomalie de la ventilation-perfusion chez les patients qui sont BPCO, par exemple, ou qui sont en SDRA. Pour illustrer donc, le quotient respiratoire, il y a peu de bibliographie. Donc c'est surtout en fait le CHU d'Amiens qui s'y intéresse beaucoup et qui a publié 2 études en 2019 et en 2020 que je vais vous détailler. Vous avez d'abord une première étude en 2019 par le docteur Stéphane Barr, qui est donc une étude de cohorte prospective française qui inclut 2 CHU, Amiens et Dijon, qui a été réalisée de 2017 à 2018. Ils ont inclus 110 patients qui nécessitaient une chirurgie majeure non cardiaque avec un taux de mortalité évalué à au moins plus de 5%. Leur critère de jugement principal, c'était le quotient respiratoire mesuré à la fin de la chirurgie. Vous voulez savoir si c'était prédictif de complications post-opératoires. Les critères de jugement secondaires, c'était les marqueurs d'oxygénation systémique, PCO2 GAP, SVCO2, lactate artériel, ce qu'on connaît tous. Vous aviez 1200 patients éligibles et vous voyez déjà que ça a bien été créé puisqu'il y en a 1100 qui sont quasiment éliminés. C'était parce qu'ils n'étaient pas suffisamment monitorés. Ils n'avaient pas à la fois le KTA et le KTC pour faire le monitorage invasif dont on a l'habitude. Ou alors c'est parce qu'ils étaient en SDRA, ou parce qu'ils étaient déjà O2 dépendants avant même que l'intervention ait commencé. Pour toutes ces raisons, ils avaient été éliminés. Au total, il y avait donc 110 patients inclus et 103 patients analysés, 7 exclus sur principalement sur des refus de consentement en post-opératoire. Ils ont recueilli les paramètres vitaux principaux, la FiFeO2, FiFeCO2, gaz du sang, ventilation minute, la PEP, la PCO2 GAP, lactate, SVCO2, l'expansion volémique et la noradrénaline. Et donc, le quotient respiratoire mesuré à la fin de la chirurgie. L'induction était standardisée avec un évoque de propofol et de sulfentanyl. Et les patients étaient curalisés soit au recuranium, soit au cisatracurine. Ils étaient en ventilation contrôlée à 6-8 litres kg. Et donc, ils avaient une fréquence respiratoire qui était adaptée à leur ETCO2 pour un objectif de 37 à 39 mm de mercure.
L'expansion volémique, elle était réalisée par cristalloïde exclusivement. Et donc, un catéa radial, un catécé en jugulaire droite, un doppler œsophagien ou un picot pour le monitorage. Et donc, la mesure du quotient respiratoire, il faisait le ratio VCO2 sur VO2, donc ETCO2 sur FI-FO2. En ce qui concerne les patients, ils étaient tous comparables en ce qui concerne leurs facteurs de risque, que ce soit leur ASA, que ce soit leur tabagisme, que ce soit leur obésité, leur diabète. Il n'y avait vraiment aucune différence en ce qui concerne ces patients. Les seules différences entre les patients qui se sont compliqués en post-opératoire et les patients qui ne se sont pas compliqués en post-opératoire, c'était leur degré d'urgence, leur durée de séjour et leur mortalité, de facto, qui étaient plus élevés dans le groupe complications en post-opératoire. Les types de complications. C'était majoritairement des complications infectieuses, telles que lâchage d'anastomose, médiastinite, et des complications rénales avec des patients qui avaient fait une insuffisance rénale Cadigo 1, 2 et plus rarement 3. Les autres complications, le décès qui est apparu dans 16% des cas. Et puis il y avait d'autres complications à type pulmonaire, acalitasie, etc. Deux complications telles que FA et infarctus du myocarde. Il y a eu un AVC. Il y a eu 6,2% d'hémorragie, parfois compliquée de choc hémorragique. Et dans 4,5% des cas, en bas à droite, vous aviez des ischémies digestives. En ce qui concerne le quotient respiratoire, ce qui nous intéresse, finalement, ce qu'on voit à T5, donc à H plus 5, vous avez un quotient respiratoire qui était significativement plus élevé dans le groupe qui s'est compliqué que dans le groupe qui ne s'est pas compliqué. Donc 1,06 versus 0,8. Et je vous rappelle, je vous avais dit que un quotient respiratoire standard, normal, c'est à peu près entre 0,7 et 0,9. Donc dans le groupe non compliqué, il est à 0,8, donc il est dans les ranges. Par contre, dans le groupe compliqué, effectivement, il est plus élevé. Donc on a envie de dire que grâce au quotient respiratoire, on voit qu'il y a une hypoxie tissulaire, avec un degré de significativité avec un petit p à faire à 0,05. C'est ce qui est illustré ici aussi. À T5, en fait, vous avez la ligne continue des patients non compliqués qui a un quotient respiratoire qui est plus bas, significativement plus bas que ceux qui sont compliqués. En ce qui concerne la courbe d'Europe, pour déterminer le meilleur cutoff pour ce quotient respiratoire, ils ont trouvé que grosso modo c'était 0,94 avec une sensibilité à 71% et une spécificité à 79%. Donc si vous êtes au-dessus de 0,94, on a envie de dire que vous êtes en hypoxie tissulaire et qu'il faut peut-être du coup agir. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que vous pouvez voir que la ligne qui est juste en dessous, la ligne continue, c'est la ligne des lactates. Et finalement, sur cette courbe d'Europe, on a presque envie de dire que le quotient respiratoire, il est plus sensible et plus spécifique que le lactate. Il peut peut-être arriver même plus précocement finalement pour déterminer l'hypoxie tissulaire. Il y a quand même des limites à cette étude. C'est une étude observationnelle avec un petit nombre de patients, une validité externe qui est à revoir, et on ne connaissait pas l'impact de la chirurgie sous célioscopie. Pareil, est-ce que l'effet Aldan induit par la FiO2 élevée n'a pas un peu modifié les résultats d'études? Ou en tout cas, on a quand même envie d'y croire et on a quand même envie de dire que c'est un facteur prédictif de complications post-opératoires. La deuxième étude, c'est une étude observationnelle prospective monocentrique qui a eu lieu de 2018 à 2019, avec des patients cette fois-ci qui étaient sous célioscopie en ventilation contrôlée. C'était des interventions principalement abdominales, gynécologiques et urologiques. Les patients non inclus étaient des patients surtout en SDRA et qui étaient ododépendants. Et ils avaient exclu les patients pour lesquels il y avait un événement majeur péropératoire, tel qu'un choc anaphylactique, le choc hémorragique, le décès, etc. Le critère de jugement principal, c'est un marqueur prédictif des complications post-opératoires par la mesure péropératoire de la moyenne du QR. Donc ils prennent la moyenne du quotient respiratoire tout au long du bloc opératoire et ils regardent si effectivement les patients se compliquent ou non. La moyenne des QR, c'était sur 4 temps, la baseline à T0, l'insufflation, H plus 1 de l'insufflation, l'exsufflation et fin de chirurgie. Il n'y a que malheureusement 50 patients qui ont été inclus, ce qui est relativement peu. Ils se sont compliqués dans 9 cas, et dans 41 cas, ils ne se sont pas compliqués. Ce qu'on peut observer à nouveau, c'est que là, vous avez un quotient respiratoire qui est normal dans les patients qui ne sont pas compliqués, à 0,88, et qui est élevé dans les patients qui se sont compliqués à 1,04. Les complications principales étaient respiratoires, rénales et infectieuses. C'était la première étude d'évaluation du QR en célioscopie. Il était prédictif des complications post-opératoires, malgré le fait que c'était une étude observationnelle monocentrique de petite cohorte.
Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas de recueil des autres paramètres d'hypoperfusion tissulaire. Au total, avec ces deux études, on a quand même toujours envie d'y croire, mais il n'y a aucune étude sur l'utilisation du quotient respiratoire en temps réel. On est d'accord que on a envie de dire que c'est prédictif des complications post-op, mais on a envie de prévenir les complications post-op et donc d'utiliser ce quotient respiratoire afin que ces complications n'arrivent pas. C'est pour ça qu'il y a une étude qui est en cours, toujours par la même équipe, c'est l'étude OFIC. Grosso modo, donc, qui conclut que le quotient respiratoire est donc associé à la complication post-opératoire, ça vous avez compris. Donc ils ont fait une étude contrôlée randomisée en 2 groupes multicentriques. L'objectif, c'est de démontrer que l'incidence des complications post-op diminue dans le groupe interventionnel. Le groupe interventionnel, c'est un groupe où ils utilisent ce QR, en anglais c'est RER, pour Respiratory Exchange Ratio. Et grosso modo, s'il est inférieur à 1, ils ne vont pas faire grand-chose, et s'il est supérieur à 1, donc anormal, ils vont dérouler le tableau en fait, qu'on déroule tous en fonction du lactate, généralement lorsqu'on est en péro-opératoire. Donc avec une expansion volumique, une augmentation de la noradrée, une transfusion ou l'adaptation du débit cardiaque. Je vous ai expliqué le quotient respiratoire, on va revenir à nos 2 cas. Donc vous vous rappelez, on avait l'hépatectomie droite avec une hyperlactatémie et une patiente qui était précharge dépendante. Si on calcule son quotient respiratoire, ça lui fait un ETCO2 donc à 41, divisé par 6, puisque c'est FI moins FiO2, donc 48 moins 42, et divisé par 7,5, qui était le quotient de conversion. Ça lui fait un facteur à 0,9. Donc finalement, il n'y a a priori pas d'hypoxie tissulaire. Et donc a priori, malgré le fait qu'elle soit précharge dépendante, il n'y a pas besoin de faire d'expansion volémique. Ça nous arrange parce qu'on est en cours de 4e clampage pédiculaire. Et donc, comme d'hab, on a bien évité que ça saigne. On est d'accord que ça augmente le saignement péro-opératoire de remplir et qu'il y a plus de complications pulmonaires en post-opératoire également chez ces patients-là. La deuxième patiente, donc vous aviez la patiente qui avait une périmandibullectomie avec un lambeau, qui n'était pas précharge dépendante et qui avait une PAM à 68. Son quotient respiratoire, il est à 1,01. Donc finalement, c'était une patiente hypertendue, chronique, non traitée, et peut-être que finalement 68 de PAM, ça ne lui suffit pas. Peut-être que finalement, elle est quand même en hypoxie tissulaire, malgré le reste des paramètres qui est plutôt pas mal. Et donc, en tout cas, nous, lorsqu'on a eu ce patient, on a augmenté sa noradrée pour avoir un objectif de PAM plus élevé à 75. Au total, le QR, c'est un monitorage continu de la respiration cellulaire. Il est inclus dans un faisceau d'autres arguments qu'on a déjà. On a quand même envie d'y croire, et déjà, c'est les lactates continus et qu'il est prédictif des complications post-opératoires. Et ce qui est intéressant, ça serait de l'intégrer dans une prise en charge globale afin de diminuer ces complications post-opératoires, surtout après chirurgie lourde, comme les hépatectomies ou les patients qui bénéficient d'un volume. C'est tout. Je vous remercie de votre attention.